Un mot ouvert. Soyez les bienvenus dans cette émission qui ouvrira les guillemets sans jamais les refermer, quitte à user de petits points de suspension pour vous laisser la parole. Des mots ouverts sur les songes, loin des mensonges et des vérités alternatives. Des mots ouverts sur l'imaginaire, la poésie, le rêve et la fiction, tout en tendant l'oreille pour écouter les chansons à texte d'une époque qui respectait la langue de chez nous. Des mots ouverts sur la création et une culture qui ne galvaude pas le plaisir ineffable de se penser, de se dire et de se propager en français. Des mots ouverts sans jamais fermer aucune porte. Pour mieux connaître et comprendre la vie de ces hommes et femmes du fleuve, rejoignons Nabom, digne descendant des trouvères de Loire, qui colportait de village au château des histoires inspirées de faits réels ou imaginaires. Cet homme d'une extrême sensibilité qui, au-delà des boniments qu'il nous distille avec humour, nous fait vivre ses histoires avec son cœur. Un certain Jean, quoique grand maître des eaux et forêts, n'avait pour seule source d'intérêt qu'une modeste fontaine. J'ai quant à moi l'ambition de narrer tout ce qui se trame autour d'une belle et majestueuse rivière. Je laisse donc les fables à celui-ci, tandis que je vous propose des fariboles. Un poisson-chat, curieuse folie, voulut manger une chauve-souris. La chose lui semblait aller de soi, vous comprendrez aisément pourquoi. Voilà que se dresse le premier obstacle majeur dans cette vaine tentative de jouer de la confusion dans la métaphore. Je m'avance bien imprudemment à prétendre que ma comparaison se comprend aisément. J'ai déjà laissé en chemin nombre de spectateurs incapables désormais de fréquenter un terme, de donner du sens au-delà des apparences, de jongler avec les mots. Le poisson-chat, du reste, pose une autre difficulté, puisque dans le lexique du contemporain de base, il échappe à toute forme de représentation. La suite risque d'être compliquée. Se contenta de cette évidence pour satisfaire son appétence. Car jouer au chat et à la souris avait de quoi le mettre en appétit. Je vous avais prévenu, puisqu'en évoquant ici l'appétence, je sais laisser sur leur faim nombre de personnes, avec le vocabulaire réduit de nos semblables. Ce terme ne leur restera pas sur l'estomac, mais ira directement dans les oubliettes de leur mémoire. D'autres pierres d'achoppement. L'usage implicite d'une expression pourtant fort usitée au siècle d'avant, le matraquage numérique, jouer au chat et à la souris, n'a plus aucune référence moderne. Se posa la question du comment. Problème qui lui posa un grand tourment, un petit détail devint son fardeau. Comment attirer sa proie dans l'eau? Pour opposer les esprits, un quatrain sans difficulté majeure est du meilleur aloi. Cependant, il est possible que le terme proie
choque subitement les bisounours de la nature, ceux qui estiment dans leur grande naïveté que nulle prédation ne devrait se faire. C'est donc en marchant sur des œufs que j'aborde la suite. Une énigme tirée par les cheveux pour qui au ciel levait les yeux. Il fallait renverser l'équation afin que s'envolent ces aiguillons. Cette fois, la communication se brouille et je perds ici la presque totalité des auditeurs. Pourquoi diable évoquer les cheveux? Alors que dans l'assistance, plus personne ne sait la réputation fallacieuse que l'on attribue aux chauves-souris. Pour aggraver mon cas dans une œuvre qui se prétend fort abusivement littéraire, parler d'équation, c'est se mettre à dos tous ceux qui font une allergie à la chose mathématique. Quant aux aiguillons, ils resteront en travers de la gorge du plus grand nombre. C'est en se frisant les moustaches qu'il se mit alors à la tâche, désirant faire de ses ardillons des hélices pour son hydravion. Pour accentuer le désappointement, les moustaches viennent semer le trouble chez ceux qui sont hermétiquement allergiques à la métaphore. La suite étant du même tonneau, avec de plus l'intrusion de l'hydravion, moyen de transport archaïque qui est totalement sorti du cadre contemporain. Je risque fort de me brûler les ailes. Après bien de vaines tentatives, tout aussi peu opératives, il dut se rendre à l'évidence, volait, sortait de ses compétences. Fort heureusement, je ne pousse pas le bouchon plus loin et me contente de rester terre à terre sur la partie finale. Il est vrai que l'adjectif opératif serait lui aussi peu porteur de sens et atteste que j'ai fait là un fort mauvais calcul. Jamais ce malheureux poisson-chat ne put goûter ce plaisant repas. La chauve-souris resta un désir qu'il ne pourra pas s'offrir. La suite relève du caillou dans l'eau. Évoquer de nos jours un désir que l'on ne peut satisfaire fait implicitement référence à la frustration. C'est se mettre à dos tous les petits tyrans domestiques qui entendent satisfaire tous leurs besoins. La faribole leur fait découvrir un impossible qui ne saurait leur convenir. Méfiez-vous des mots qui nous leurrent, ils se parent souvent d'habits trompeurs. Si comparaison n'est pas raison, cette histoire en fera la démonstration. La chute s'avère d'autant plus risquée qu'elle s'aventure sur les chemins escarpés de la morale. Voilà un terme devenu parfaitement obsolète, puisqu'il s'agit désormais de ne plus fixer de règles de comportement, dans une société où la liberté de chacun prime sur toute autre considération. Si bien qu'un simple trait d'union se complaît à jouer les garnements forts de cette humble fusion. Il vous trouble alors l'entendement. Dans un souci désespéré de faire sens, tout en tentant une improbable explication pédagogique, le trait d'union sèmera plus sûrement la discorde que la concorde. L'époque n'est certes plus au programme commun.
chacun jouant de sa partition sans se préoccuper de ses voisins. L'union est ainsi un lointain concept qu'il convient de rayer d'un trait final. Pour rester dans le ton de cette histoire farfelue, La queue du chat, chantée par les frères Jacques à partir de 1953. Les paroles et la composition musicale sont de Marcy Robert. La queue du chat. Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué. Et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé. Une ombre au mur s'est profilée. L'assistant s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré: Mais non, voyons. Oh non. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Réunissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha, Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant: Ça y est, je le sens. C'est lui. Mais non, voyons. Et ben alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha. Il chassa le chat. Une fois dit: Miaou, me voilà. quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue du, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat. Un chat perdant une dent de lait se trouva soudain fort dépourvu devant cette perte impromptue qui alors le laissait circonspect. Une souris sortant de son trou s'empara de ce petit trophée. Chez elle, réflexe conditionné d'une pratique connue de beaucoup.
force de la loi du sang, le greffier qui jusqu'à cette heure ne cherchait pas querelle au rongeur, réveilla son instinct de gourmand. Celle qui soudain devint sa proie lui rendit monnaie de sa pièce. La canine, sans être en reste, lui épargnerait chemin de croix. Elle déposa au sol son butin d'un désir de conciliation, autant que considération pour cet imprévisible félin. Surpris, Matou Matois se tint coi, renonçant à ce plaisant repas, d'autant qu'il se rendait de ce pas consulter dentiste de surcroît. Il songea, ce n'est guère malin, que sa dent lui servirait d'implant. Grave confusion et c'est navrant qui contraria son médecin. Le pratricien réclama des sous pour lui remplacer la quenotte. Le pauvre n'avait pas de cagnotte pour combler ce détestable trou. Le chat s'en revint vers la souris, qui lui consentit un bel avoir d'un petit emprunt en son pouvoir. Elle disposait de trésorerie. Les services font bon voisinage pour les animaux ou les humains. Jouer au chat et à la souris ne respecte jamais l'adage. Poursuivons dans la bonne humeur avec Minnie Petite Souris, chantée par un Henri Salvador en 1963. À l'origine, cette chanson nous venait d'Italie. Peppino, la souris italienne. Elle était adaptée par Lou Monte pour la langue française. Et elle connut immédiatement un grand succès avec l'ami Henri Salvador. Bonjour, je m'appelle Minnie. Minnie, petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir, petite souris, comme il est bon, comme il est gros. Oh oui. Je l'ai gardé pour toi, il y a de la crème un peu partout. Avec du chocolat, petite souris, sors de ton trou. Andy, lâche d'abord le marteau qui est caché derrière ton dos et je te vois venir. Minnie, petite souris, je t'ai gardé un croque-monsieur. Viens voir, petite souris, y a du jambon, c'est délicieux. Et le marteau n'était destiné qu'à planter un clou. Viens donc te régaler, petite souris, sors de ton trou. Eh, dis donc, va d'abord mettre ailleurs le piège qui est à l'intérieur et au chaud. Minnie, petite souris, je n'ai que de bons sentiments. Viens voir, petite souris, ce beau morceau de parmesan. Et pour le piège, crois-moi, je te jure, je n'étais pas dans le coup. Le parmesan est là, petite souris, sors de ton trou. Alors lâche le matou que tu tiens par la peau du cou. Dis, tu veux me faire croquer? Minnie, petite souris, puisque souvent tu bois mon vin. Viens voir, petite souris, cette bonne bouteille de Chambertin. Si j'avais pris le chat, c'était pour lui couper le cou. Viens trinquer avec moi, petite souris, sors de ton trou. Si tu veux boire un verre, t'as pas besoin d'un revolver et assassin. Minnie, petite souris, on est maintenant copains. J'ai un poulet rôti, tu peux sortir, tu ne crains rien. Le revolver, tu vois, c'est parce que j'ai peur des filous.
Viens donc manger tout ça, petite souris, sors de ton trou. Oh, alors, si tu m'invites, pourquoi cette cartouche de dynamite? Hein? Idiot, fais attention, tu vas faire sauter la maison. Attention, attention! Rien de mieux quand on aime les mots et les belles histoires d'ouvrir un livre. Je vous invite à ma manière marinière à feuilleter le roman d'Annick Sénotier, Vent de Galerne sur la Loire, que l'on trouve à Corsair Éditions. Après une vie consacrée à l'enseignement, Madame Sénotier a effectué un gros travail de recherche dans les archives, départementales, régionales et familiales, pour redonner vie à ses ancêtres, mariniers à Combleu dans le Loiret entre Loire et Canal. Cette évocation est accompagnée de 2 extraits de chansons, Un si long parcours du groupe La Boussole et À l'auberge de la Marine de Dan Graal. Bonne lecture à tous. Il était une fois Combleu et Rosalie. Son chemin sera fait de pierres, de boulets et de rochers, d'arbres ou bien de lumière, de sableux en ricochet. Son chemin sera fait de pierres, de boulets et de rochers, d'arbres ou bien de lumière, de sableux en ricochet. Elle a hésité à sa naissance, la mer était à 2 pas de là. Elle a pris de la distance, au nord elle a glissé ses pas. Elle a traîné dans les prairies, entourée d'herbes sauvages, de moutons, vaches et brebis, au début de son long voyage. Combleu fut longtemps un charmant village vigneron lové en bord de Loire, jusqu'à ce que le canal, inauguré en 1692, ne transforme radicalement l'existence de ses habitants. 2 siècles et demi durant, la vie à Combleu sera ponctuée par la confrontation culturelle entre Cutéreux et Chidanlot. Suivons Rosalie, une enfant du pays, le temps de ce petit voyage dans le passé du village des mariniers à travers quelques épisodes significatifs de la vie ligérienne. Elle s'appelle Rosalie. Cette gamine est la seconde fille d'un couple de paysans. L'homme travaille la vigne, la femme élève des chèvres. Rosalie a de la chance. Son père accepte de l'envoyer à l'école paroissiale. Elle va apprendre à lire, un privilège à l'époque pour les filles que les familles préfèrent habituellement garder à la maison. Enfant, Rosalie a vécu bien des misères liées à la rivière. Elle a connu la terrible embâcle de 1789, la Loire et le canal pris par les glaces durant 5 semaines, une horreur. Puis était arrivé le redout, et pire que tout, la débâcle, ou la resserre, comme disent les mariniers. Une vague gigantesque avait tout noyé, tout détruit, bateaux, hangars, maisons. Rosalie pensait avoir connu le pire. Elle sera encore témoin des grandes inondations du 19e siècle. Son chemin sera fait de pierres, de boulets et de rochers, d'arbres ou bien de lumière, de sableux en ricochet. Son chemin sera fait de pierres, de boulets et de rochers, d'arbres ou bien de lumière, de sableux en ricochet. Fille folle, dame gironde, elle a filé sa belle route, creusant des gorges profondes, elle abandonnait ses doutes. Elle s'est gonflée d'autres rivières, devenant toujours plus forte, en faisant quelques manières pour que les marins l'exhortent. Retournons aux jours heureux. Rosalie est vive, indépendante. Elle aime par-dessus tout la Loire et le canal. Elle voue une amitié secrète au père Léon, un batelier du canal qui vit dans une petite cabane quand il n'est pas sur sa flûte berrichonne. Léon a enseigné à la gamine le secret des plantes. On le dit un peu sorcier. Il lui a surtout transmis le virus de la navigation. Un jour où le bonhomme devait livrer des fûts à Orléans, il l'a prise sur sa péniche pour franchir l'écluse et plonger dans la rivière. Jamais la gamine n'oubliera
ce grand moment. Elle se jure de naviguer un jour. Que fais-tu, éclusier? Tes portes sont fermées. Que veux-tu, mon ami? Je veux partir d'ici. Que fais-tu, éclusier? Tes portes sont fermées. Que veux-tu, mon ami? Je veux partir d'ici. Je reste prisonnier au canal ligoté. Vous qui allez ailleurs, je vois votre bonheur. Je rêve de grands espaces, d'horizons qu'on dépasse, bien loin de ce bief dont je me fais grief. Quand Rosalie atteint ses 12 ans, le temps est venu de la mettre au travail. La chance lui sourit à nouveau. La mère Victoire, qui tient l'auberge de la Marine, cherche une jeune servante. Elle apprécie la gamine qu'elle connaît un peu. Alors, après bien des hésitations, dues à la réputation des mariniers qui fréquentent l'auberge, les parents de Rosalie acceptent. La petite, comme l'appellent les mariniers, fait des merveilles. Elle court partout, sert des chopines, débarrasse les tables. Elle est appréciée de tous. Et gare à celui qui s'aventurerait à lui manquer de respect. La mère Victoire veille et ne s'en laisserait pas compter. Rosalie grandit, elle devient une belle jeune femme qui a beaucoup de succès parmi les gars qui vont sur l'eau. Quant à elle, elle n'a Dieu que pour les mariniers. Son rêve étant de faire un grand voyage. C'est François, un bel Angevin qui a eu sa préférence. Ils se plurent, ils se marièrent, mais François était secret. Il ne lui disait pas tout. Il vivait surtout de faux sonnages, le trafic du sel. La gabelle avait disparu avec la Révolution, mais le sel était toujours autant taxé. Il allait le chercher en Bretagne pour le livrer en Anjou. Un jour, il fut surpris par des gabelous à bord de leur patache. Il plongea pour leur échapper, ne revint jamais à la surface. Son corps fut repêché 15 jours plus tard, enterré dans une fosse commune. Rosalie apprit le malheur de la bouche d'un compagnon de son homme qui avait assisté à distance à la scène. Elle était veuve avant d'avoir été vraiment femme. Il lui fallait refaire sa vie. C'est vers un autre marinier qu'elle jeta son dévolu. Encore un gars de la Loire d'en bas, un natif de Montjean, Élie. Il était avisé, marinier courageux et travailleur. À force d'économie, il était devenu voiturier. Élie naviguait pour son propre compte. Une année, Élie achète un champ de pommiers sur pied. La récolte est excellente. Il charge son chaland et remonte jusqu'à Combloux en train de bateau. Là, le train se disloque et chacun remonte le canal à son rythme. Élie demande à Rosalie de l'accompagner. Enfin, elle va naviguer. S'irons par le monde, tu vas ouvrir la bonde. Nous nous évaderons à l'envers de l'amont. L'océan m'est témoin, tu seras mon marin. Compagnon de voyage, le rêve est ton sillage. Ce furent les seuls moments de joie et de bonheur pour elle. Elle était libre, elle allait sur l'eau comme elle l'avait toujours espéré. Elle repensait à son vieil ami Léon. Elle saluait les femmes qui étaient à l'ouvrage dans les lavoirs. Elle montait à la capitale. Durant quelques jours, elle vendit des pommes, avant que de pouvoir, l'espace d'une seule journée, flâner dans les rues de cette grande ville. Puis, c'est le retour de son unique voyage. Élie a négocié un fret pour le retour, des fûts vides pour faire vieillir le vinaigre au Chez Dessau. Rosalie se voit faire ainsi chaque année ce merveilleux voyage. Il lui faudra déchanter. La roue a tourné. Les vapeurs ont pris la place des chalands, puis c'est le chemin de fer qui a mis tout le monde à terre. Elle ne fera jamais ce grand et long voyage sur la Loire dont elle a toujours rêvé. Elle restera à jamais attachée à son quai de Combloux, qui bientôt va se dépeupler. Elle connaît les inondations terribles, des drames, des malheurs, mais jamais, au grand jamais, elle ne cessera d'aimer la Loire et son canal, de les admirer et de leur vouer une vénération sans faille. Rosalie était enfant de la rivière et du canal.
Elle a grandi dans cet écrin merveilleux, son village de Combleu, la perle de l'Orléanais. Elle continua à travailler à l'auberge de la Marine, là où l'esprit du vent de galerne souffle à tout jamais. Pousser la porte de l'établissement, humer cette atmosphère unique. Ici, la Loire renoue avec son glorieux passé. Et si vous fermez les yeux, vous retrouverez Rosalie, Victoire et tous les mariniers d'alors. À l'auberge de la Marine, à 2 pas du fleuve royal, sous les tilleuls et la glycine, attablés au bord du canal, dégustons l'anguille en matelote et un bon verre de muscadet qui nous purgera de cette flotte où l'on trempe toute la journée. À l'auberge de la Marine, où accostaient les mariniers qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais. À l'auberge de la Marine, la Loire a coulé sous les ponts depuis le temps où les sapines venaient s'amarrer au ponton. Depuis le temps où les barriques dansaient sur le pavé des quais, au son de l'étrange musique des galaparés avirés. À l'auberge de la Marine, où accostaient les mariniers qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais. À l'auberge de la Marine, les servantes n'en finissaient pas de conduire toutes les mimines qui traînaient autour de leurs appâts. Jean-François repartait vers Nantes, emportant des souvenirs joyeux de reprise et de nuits charmantes au drap blanc d'une fille de Combleu. À l'auberge de la Marine, où accostaient les mariniers qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais. À l'auberge de la Marine, et des matins nés par le gournat se saisissent d'une chopine, peut-être même 2 à la fois. Il faut bien dire que la remonte, ça vous vide les estomacs. C'est pourquoi, sans aucune honte, on repasse 3 fois le même plat. À l'auberge de la Marine, où accostaient les mariniers qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais. À l'auberge de la Marine, il y a tout comme autrefois, des petits gars comme ceux de la Bouline, pour poser sur le bord trop plat, des chansons qui content l'histoire de gabards et de chalandiers, qui rêvaient au bout de la Loire d'océan et de maïnés. À l'auberge de la Marine, où accostaient les mariniers qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais, qui aimaient la bonne cuisine et le vin de l'Orléanais. La langue chenou n'est pas que cette belle forme académique mise à mal de nos jours avec bien des trahisons étrangères. C'est encore une vaste Macédoine de dialectes locaux et régionaux, rangés sous le terme de langue vernaculaire. Je vous propose un petit crochet par la bios pour découvrir un texte écrit à la manière de Maurice Allais. Un gars né à Houcq-la-Joyeuse en 1886 et mort en 1954 à Paris. Il est allé faire dans cette grande ville le chansonnier et le parolier. En tendant l'oreille, vous comprendrez aisément ce portrait d'un berlot, berlaudio, bredin ou basin selon les termes locaux, pour désigner le simplet, ou supposait-elle. Je suis né dans un petit aubourg, tout à contre l'église, sans pour autant qu'un ange soit penché sur mon berceau.
Ben vite, mon entourage a rendu compte que je croissais point comme un gamin ordinaire. Ma mère en avait bas de la misère, tandis que le père m'a vite tourné le dos. C'était pas moi qu'allait prendre sa suite. Tout en bernaudé que j'étais, de mes 10 doigts, et parfois de mon cerveau. Mon entourage n'avait de cesse de m'agonir de crasse, j'étions leur souffre-douleur, à cette engeance de malheur. Ma mauvaise mine allait de pair avec ma jugeote qui broncille. Point marcou en tout, mais berlaudio pour de bon. C'est du moins ce qu'ils sont longtemps dit en parlant toujours de travers à mon propos. J'en avais cure vu que j'avions tout le temps de me berlasser et d'observer ce monde qui s'armue pour gagner sa croûte en faisant tant de simagrées que c'en était une honte. Libre comme l'air, j'avions pris coutume de ne point courber devant les importants, les gros et les pleins aux as. C'est vers les presque rien qu'allons mes pensées aimables. Moi qui étais, moins que rien. Mais jamais au grand jamais j'allions mettre dans l'embarras pour le moindre ouvrage. Je prenions la vie du côté qui ne demande pas de peine. Quant au dimanche, tout ce monde se pressait à l'office en randonnion après avoir pouillé leurs beaux habits. Moi, j'allions courir la lande, loin de leurs genuflexions de pacotille. Loin d'en puantir comme eux autres, je me débarbouillais dans le ruisseau avant d'y récurer tout le reste, pour ne point être agacé par mes propres effluves. Tandis que, empester les tables et les cahiers, j'avons bien plus de dignité qu'ils le supposaient avec leur face de carême et leur odeur de sainteté. Puis, la messe achevée, ils se démenaient comme de beaux diables à lever le coude pour moult prétextes et tenir des propos lestes et malvenus aux jeunes filles, jusqu'à finir fin sous à souffler dans un chalumeau, à dégueuler leur trop-plein avant de s'écrouler dans les bouchetures. J'avons jamais eu le nez qui me pique et la tête qui me tourne, contrairement à ces amuse-bouchons. Et j'avons jamais soulevé un jupon par malice ou par vice, sans en avoir permission. Berlot peut-être, mais point salopio. Bien sûr, pour la bagatelle, j'étions toujours de la revue. Avec ma mine, ma bosse et mon pied beau, les demoiselles tournaient les talons et s'en sauvaient bien vite. Même si leur avons jamais fait de mal, elles m'agonisaient de vilains propos, m'ont montré du doigt en me fuyant comme la peste. Alors, pour l'amour, avons d'autres manières de m'en occuper tout seul, à ne pogner le cœur gros et l'âme en peine. Sans qu'ils en sachent rien autant qu'ils sont, pour épancher mes souffrances et mes rancunes. Je glissions sur le papier vert que je retourne à ma façon. Mes mots sont sans doute tout de travers. J'ai ton point d'aller ben longtemps à la communale, mais ça n'empêche pas que j'y mette du sentiment et des pensées bien troussées. Mais pour eux autres, un poète, c'est un gars qui a une bonne mine et de l'instruction.
Alors, quand viendra le temps de me conduire au champ de Navio, faudra point qu'il me fasse des simagrées et des propos oiseux, pas plus que de leur maudite prière. M'ont toujours traité comme un chien ou ben pis, qui me mettent donc en terre pareillement, sans la moindre pierre. Les ronces et la friche me rendront hommage, tandis qu'ils iront au diable ben avant moi. Ben plus tard, lors des veillées, ils auront souvenance du gars du charron, celui qui était tout bancal et point toute sa tête. Ils dégoiseront de belles sornettes à mon propos, ne décesseront jamais de moircir plus que nécessaire. Hors de leur langue de vipère, ils pourront rien y faire, leurs vilainies auront beau faire, je continuerai de les emmarder ben plus qu'ils n'ont jamais fait à mon encontre. Berlot peut-être, mais point idiot au point de les croire supérieurs à moi. Et puis, y aura ben un baveux pour dénicher mes pauvres écritures, qui emboucheront un coin à toutes ceux qu'on aura fait comme des binets de mon vivant. Qui mieux que Fernandel tint à l'écran ce rôle du beneux, de l'idiot du village, du simplet. Il sut tenir ce rôle avec l'humanité qui sied à ces êtres de lumière, aux failles magnifiques, qui sont l'autre facette d'une humanité qui a longtemps considéré les travers et les différences avec une compréhension bienveillante. La chanson « On m'appelle Simplet » pour le film éponyme, a été écrite en 1942 sur une musique de Roger Dumas et des paroles de Jean Mance. On m'appelle Simplet par Fernandel. Les oiseaux sont mes confidents, et quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous ensemble. Ils sont plus sensibles à mes mots, pour n'être que des animaux, ils sont moins bêtes que les hommes. Voilà pourquoi autour de moi, faisant la joie des villageois, d'un sobriquet on me prénomme, toujours en me montrant du doigt, avec un petit air narquois. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. On me prend pour un grand enfant, on est pour moi très indulgent, tous mes péchés on les pardonne. Je conjure le mauvais sort, ma présence est un réconfort, c'est un peu de joie que je donne. Et c'est ainsi que sans souci, sûr et hardi, dans mon midi, j'ai grandi de façon bouffonne. Si je n'ai pas beaucoup d'esprit, au fond vous m'en voyez ravi. On m'appelle Simplet, l'innocent du village,
comme un agnelé, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement. Moi, je vis de l'air du temps. Je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. Terminons ce premier mot ouvert par un clavardage intime où le poids du silence est terrible. Lucien et Marie ne se sont jamais rencontrés physiquement. Ils se contentent d'échanger de nombreux SMS depuis quelques mois, une année peut-être. Ils se sont retrouvés sur l'un de ces sites qui suppléent aux impossibles rencontres. Un site qui met en relation des solitudes qui ont besoin d'un peu de chaleur, de tendresse, fût-elle dénuée de réalité. Au fil du temps, ces très brèves conversations écrites sont devenues une nécessité, un besoin vital pour Lucien. Il a trouvé en Marie la compagne idéale, celle qui ne lui demandera jamais de jouer le mâle conquérant, sûr de lui, viril et performant. Marie, de son côté, apprécie ses petits messages. Elle éprouve du charme à ce garçon timide, réservé et certainement très maladroit dans le réel. Il est bien plus à l'aise dans le maniement des mots, les traits d'humour, les saillies écrites et des belles formules que dans un passage à l'acte qui semble tout à fait illusoire avec lui. Il l'amuse. Il la distrait de son quotidien souvent un peu morose. Mais elle s'accorde des rencontres, des vraies, avec des partenaires d'un soir. Elle ne se satisfait pas de tutoyer ainsi les anges par le seul truchement de ce clavardage stérile. Elle a besoin de se sentir aimée, certes, mais sans se priver de ces moments troubles durant lesquels le corps exulte. Marie s'est accordé un week-end hygiénique avec un autre homme. Un contact du même site qui, lui, ne s'est pas satisfait des seuls messages. Il lui a tenu des propos explicites qui ne laissaient aucun doute sur son désir de conclure, sans pour autant s'engager pour l'heure dans un possible plus sérieux. Pour elle, la perspective d'une expérience sans lendemain la dérange un peu, même si elle assume parfaitement cet essai sans engagement. Cependant, il lui faut mettre à distance durant cette parenthèse physique les échanges virtuels avec ce pauvre Lucien. La dame, qui se fait amante, a gentiment réclamé de la discrétion à son soupirant épistolaire, souhaitant que ces messages incessants ne viennent pas entraver cette parenthèse charnelle qu'elle compte bien vivre pleinement sans avoir à donner d'explications oiseuses, ni même sans couper son indispensable téléphone. Elle ne peut se consacrer totalement à cet inconnu qui ne sera qu'un simple exutoire. Lucien, de son côté, se morfond après avoir accepté la quémande de sa correspondante. Il découvre soudainement les affres de l'amour. Il est jaloux. Il ne peut se passer de ces pauvres messages anodins, ces petits signaux qui peuplent son univers quotidien. Il sait que derrière ce vide de l'écran, il lui est facile d'imaginer ce qui se trame sans lui. Marie va être embrassée, touchée et caressée par un autre homme. Il en souffre. Il ne comprend pas qu'elle ait besoin de plus. Leur relation est si parfaite, si simple, si merveilleuse. Lucien ne sait plus à qui confier ses états d'âme, sa détresse.
Elle lui a demandé de faire silence, de ne pas lui donner signe de vie pendant 48 heures. Durant son escapade libertine, elle veut l'oublier, l'écarter un temps de son existence. C'est une autre vie qu'elle espère, bien loin de celle qu'elle mène aujourd'hui. Marie ne répond plus, et Lucien se meurt d'inquiétude et de chagrin. Ce lien ténu, ce lien immatériel des petits messages saisis du bout des doigts sur un clavier lui sont devenus indispensables. Sa belle correspondante, pourtant, a souhaité qu'il cesse de la joindre. Elle veut se retrouver seule avec elle-même. Et cette chance qui s'offre à elle de repartir du bon pied avec un partenaire bien plus tangible, celui-ci. Lucien sait. Marie ne lui a rien caché de sa fugue. Il lui en est reconnaissant. Il admire sa franchise et son honnêteté. Il ne s'imaginait pas cependant combien il allait pâtir de cette rupture transitoire, de ce blanc sur l'écran qui fait le vide dans sa tête, qui s'impose à lui comme une désespérance. Il s'était habitué à leurs échanges. Il les quémandait, les espérait, les appréciait par-dessus tout. De tout petits mots, une histoire sur un téléphone, un amour par télécommunication. Si simple et si facile, et par trop illusoire, hélas. L'écran demeure sourd à ses prières silencieuses. Marie ne va pas déroger à sa décision. Elle le tient à l'écart, l'abolit, le temps de s'immerger dans une bulle d'où il est totalement exclu. Elle sait leur histoire impossible, d'autant plus qu'elle est totalement virtuelle. La jeune femme est partie à la recherche d'un autre probable, d'une main qui ne se dérobera pas. Elle aime leurs échanges. Elle le lui a écrit, mais elle doit saisir cette chance pour sortir de ce cercle infernal dans lequel elle est engluée depuis trop longtemps. Elle veut vraiment vivre une passion au grand jour. Les messages, les petits signaux réguliers ne sont rien en comparaison d'une présence réelle, d'un compagnon qui saura peupler son univers et entourer sa vie de ce qu'elle a perdu en se retrouvant désespérément seule. Lucien est trop loin. Il est un idéal inaccessible. Elle a besoin d'un lien tangible. L'écran doit se matérialiser. Elle n'est pas qu'héroïne de fiction, ni même princesse de conte de fées. Lucien sait tout cela. Et malgré tout ce qu'il a pu se dire, écrire, il suffoque devant un téléphone qui demeure sourd à ses appels intérieurs. Il respecte sa demande. Il ne lui envoie aucun message, honorant un engagement qu'il vit désormais comme une torture. Il tourne comme un furieux devant son appareil, appelant de toutes ses forces un petit mot, une trace, pour qu'il comprenne qu'elle ne l'a pas oublié. Lucien partage à distance chaque minute en compagnie des amants. Il fixe de manière obsessionnelle la pendule. Il imagine ce que sa dame de cœur peut faire. Et ce qui est plus pénible encore, ce que l'autre peut lui faire. Il la voit, abandonnée à cet inconnu qui existe vraiment, alors que lui ne se matérialise que par le truchement d'un petit écran. Il suffoque, il manque d'air. Il la sait offerte et quémandeuse. Il la devine heureuse et au lieu de s'en réjouir, il en devient fou. Lucien découvre qu'il ne peut se passer de Marie, qu'il la désire à chaque minute, à chaque seconde. Qu'importe si ce ne sont que des mots qu'ils échangent ainsi, qu'importe si tout n'est que pensée et amour cérébral. Il la veut sienne, sans partage. Il se montre égoïste, lui qui toujours veut s'en défendre. De quel droit réclame-t-il ce qu'il ne sait pas donner, ne peut offrir,
n'accepte pas de partager. Les heures s'étirent, interminables. Il a tout imaginé, vécu chaque instant de ce rendez-vous lointain et mystérieux dont il est totalement exclu. Il n'a pas perdu une seconde de ce qu'il a imaginé dans la souffrance d'une jalousie morbide. Il ne pourra jamais lui écrire tout ça. Quand il recevra le signal de la fin de sa pénitence, il lui faudra faire bonne figure, penser à elle, qui a peut-être trouvé le bonheur loin de lui. Lucien se morfond encore et toujours. Il regarde une nouvelle fois son écran. Pourquoi espère-t-il ainsi l'impossible? Elle ne changera jamais de ligne. Elle est si déterminée, il le sait. Elle est ainsi, sa Marie. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle a décidé. Lui, il retourne sonder son absence. Il a besoin d'elle. Il veut tout savoir d'elle, qu'importe si c'est pour apprendre qu'il n'est plus son preux chevalier. Il veut lire ses mots, respirer ses pensées, comprendre ses tourments. Ah, elle, sa Marie virtuelle, qui s'est évadée dans un réel qui ne sera jamais leur. Le week-end s'est passé. Marie est revenue jouer son rôle, tenir sa place sur le petit écran. Lucien n'espérait que son retour, n'attendait que la reprise de ce lien magnifique. Il revit, retrouve son amoureuse, celle qu'il n'embrassera jamais. Qu'a-t-il compris de ce long tunnel d'angoisse? J'ai bien peur qu'il soit incapable d'en tirer la moindre conclusion satisfaisante. Marie est une femme de chair et de frisson. Elle vit en dehors du virtuel tandis que Lucien est incapable d'affronter le monde réel. Il continuera à jouer les jolis cœurs de façade et de clavier, en pianotant. Ils sont si nombreux ceux qui se cachent derrière cette illusion. Lucien est de cela à tout jamais. Tôt ou tard, il lui faudra trouver une autre Marie. C'est toujours ainsi que s'achèvent ces aventures sans consistance.